Jeanne Guyon, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver en cette rentrée 2020 pour évoquer un auteur important de la collection Rivage Noir. Il s'agit de Jérôme Charine. Jérôme Charine qui revient avec le 12e opus on peut l'appeler saga, la saga d'un personnage très cher à son cœur, je crois, qui s'appelle Isaac Sidel. Nous allons en parler dans un instant. Mais ce que j'aimerais, Jeanne Guyon, vous êtes l'éditrice de Jérôme Charine chez Rivage, c'est que vous nous disiez un petit peu, que vous nous resituiez d'une certaine manière ce que représente Jérôme Charine dans le paysage littéraire américain, ce qu'il représente aussi peut-être pour le roman noir de façon plus générale, et pourquoi c'est un auteur qui était important pour vous et qu'il était important de publier en cette rentrée. Mais en fait, parler de Jérôme Charine, ça va nous emmener à la fin des années 1970 et sa vie littéraire est une véritable saga à l'image de son personnage Isaac Seidel. Parce qu'en fait, Jérôme Charine est apparu sur la scène littéraire américaine tout court avant d'apparaître sur la scène du roman criminel. Au départ, voilà, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui vient d'une famille ashkénaze, mi-biélorusse, mi-polonaise, qui est né dans le Bronx. Voilà, à la fin des années 30. C'est quelqu'un qui s'est tout de suite senti une vocation d'écrivain. Et en fait, il est devenu auteur, entre autres choses, parce qu'on lui doit une œuvre extrêmement nombreuse. Ce serait trop long de s'étendre sur tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait, des romans, des nouvelles, des bandes dessinées, etc., etc. Et il est tombé en quelque sorte dans le roman criminel parce qu'il était en panne sur un roman classique. Et il s'est souvenu qu'il avait il y avait un personnage extrêmement important dans sa famille qui était son frère. Son frère Harvey Charine, qui était un flic du NYPD, qui est devenu d'ailleurs un flic anti-mafia très connu, très important. Et il s'est dit, je vais écrire un roman policier parce que comme ça va aller assez vite et puis ça va probablement me débloquer. Et donc, il suit son frère dans le poste de police, il prend des notes et le voilà parti. Et il écrit donc ce roman, Yeux bleus, Blue Eyes, qui ne met en scène Isaac Seidel que de manière extrêmement marginale. Il met en scène plutôt un jeune flic, le fameux Yeux bleus, Manfred Cohen, qui est le héros de l'histoire. Sauf que le héros de l'histoire meurt à la moitié du livre et l'auteur ne s'en remet pas. Il se dit, bon ben, en fait, il faut que j'écrive un autre livre. Et donc, il écrit ce qu'on appellerait aujourd'hui un préquel, qui est donc Marilyn la dingue, où il a en quelque sorte ressuscité son héros, puisqu'il est retourné dans le passé. Et ça, voilà ce qui a lancé Jérôme Charine comme auteur de romans criminels. Jérôme Charine en France, c'est la dernière découverte de Marcel Duhamel, donc comme chacun sait, le fondateur et éditeur de la série noire. Et donc, Marcel Duhamel publie coup sur coup Marilyn la dingue, puisque les Français n'ont pas publié dans l'ordre d'écriture Marilyn la dingue et Yeux bleus. Et ça a été un coup de tonnerre littéraire dans le monde du roman noir et je dirais dans le monde de la littérature tout court. Et ça ne s'est plus vraiment arrêté pendant toute la décennie 80 et 90. Jérôme Charine a été remarqué par ses pairs, dont Daniel Pénac, avec qui il a été très ami. Pénac a même utilisé le personnage de Seidel dans un de ses textes. De même que Charine a utilisé Benjamin Malocène dans un autre texte. Enfin bon, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées autour de Jérôme Charine, qui est invité partout, qui a été chroniqueur dans Libération, qui a été fait chevalier des arts et des lettres, puis commandeur des arts et des lettres, qui a enseigné à Paris, à l'université américaine, où il a enseigné le cinéma, il a créé un cours de cinéma. Enfin, personnage très important. Personnage très important aussi dans les lettres américaines, où il a bien entendu toutes sortes de récompenses, finaliste du Penn Award, enfin, on va s'arrêter là. Donc, effectivement, Charine, pour toutes ces raisons, parce qu'on va revenir ensuite, je pense, sur son style, sur sa voix, mais qui est vraiment extrêmement particulière. Je crois que c'était un auteur incontournable dans le catalogue. D'ailleurs, il existe des romans de Jérôme Charine aussi bien au catalogue Rivage Noir proprement dit qu'au catalogue Rivage Littérature dans la bibliothèque étrangère. Johnny Belleuil, superbe roman picaresque, Moi Abraham et le magnifique roman La vie secrète d'Emily Dickinson. Voilà, donc c'est un romancier extrêmement protéiforme, même si là c'est le polar qui nous occupe pour le moment.
Alors justement, le polar, nous allons rejoindre Isaac Seidel. Isaac Seidel qui, au fil des romans, gagne en épaisseur, gagne en complexité, gagne en réputation aussi parce que Isaac Seidel, vous allez le voir, il va quand même passer d'inspecteur à commissaire au fil des romans, de commissaire à maire de New York. Et au moment où nous ouvrons le livre de Avis de grand froid, il est ni plus ni moins que président des États-Unis. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, Isaac Seidel, en fait, c'est un exemple magnifique du succès du rêve américain. Enfin, on peut le dire comme ça. Bon, je pense que je le dis avec une certaine ironie que ne désavouerait pas Jérôme Charine. Évidemment, je crois qu'il a conçu ce personnage, donc comme je le disais tout à l'heure au départ, comme un personnage secondaire. Et puis, c'est un personnage, en fait, qui a été pétri d'une forme de culpabilité, parce que quand même, si Yeux bleus, Manfred Cohen disparaît de la fiction, il se fait tuer en tant que flic, c'est quand même un peu la faute d'Isaac. Et Isaac va porter cette culpabilité de roman en roman jusqu'au moment où effectivement il se prend une balle, Isaac, et puis il va donc se soigner d'une certaine façon. Et puis ensuite il va effectivement grimper dans l'échelle sociale jusqu'à devenir ce personnage qui est surnommé, il faut bien le dire, le commissaire Rose pendant tout un tas de romans, parce que non seulement il est commissaire responsable de la brigade criminelle de New York, mais il a aussi des idées sociales extrêmement à gauche pour l'Amérique. Voilà, il veut la justice sociale, il veut l'éducation. Il crée une structure d'éducation pour les jeunes pauvres de banlieue. Et puis c'est comme ça qu'il se retrouve dans le camp du Parti démocrate. Et puis qu'il devient président des États-Unis, mais alors vraiment sans l'avoir voulu, puisque contraint et forcé, il se laisse quand même convaincre d'aller sur le ticket démocrate aux côtés du président élu, Michael Storm. Mais alors Michael Storm, c'est une espèce d'affairiste qui se fait immédiatement rattraper par ses affaires louches. Et donc, avant même d'être intronisé, ça devrait nous rappeler quelque chose sur une situation un peu surréaliste que connaît l'Amérique depuis quelques années. Il n'est tout simplement pas intronisé, puisqu'il va directement à la case prison. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est le vice-président qui devient président. Et là, Isaac n'est pas du tout préparé pour le job. Il continue à se promener avec son flingue dans sa poche. Il fait rien de ce qu'il faut faire pour respecter le protocole. On veut lui adjoindre des tonnes de trucs de sécurité, le faire monter dans sa voiture blindée qui est surnommée le Dragon. Lui, il veut pas du tout. Il veut pas monter à bord d'Air Force One. Enfin, il veut rien faire. C'est une espèce de franc-tireur, mais il est extrêmement bien intentionné. Oui, il est trop bien intentionné pour le milieu dans lequel il évolue. Il a d'ailleurs une directrice, une chef de cabinet qui, elle, pour le coup, est un véritable dragon, qui s'appelle Ramona Dezel, avec laquelle il est en permanence en bisbille. Mais surtout, je disais, donc au début du roman, on le retrouve président, et surtout, il va se retrouver avec sa tête mise à prix d'une certaine manière, puisque il va apprendre très vite que une sorte de société secrète de banquiers à Bâle fait des paris sur l'éventualité de sa mort. À l'éventualité de son assassinat. C'est même pas seulement sa mort, c'est l'éventualité de son assassinat. Et il a des tueurs à gages aux trousses, tant qu'à faire. Bon, c'est les assassinats de présidents, ça s'est déjà vu dans le passé. Et donc, voilà, ces banquiers suisses, effectivement, ont lancé une espèce de loterie, pariant, voilà, comme aux courses, sur la date précise. Alors, c'est à celui qui s'approcherait le plus précisément de la date de la mort d'Isaac. Voilà, donc ça, c'est quand même un fabuleux début de roman. Oui, c'est un fabuleux début de roman, et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça donne une coloration extrêmement politique, dans le sens où tout d'un coup, c'est le monde de l'argent qui se bat contre à la fois le monde de la politique, mais aussi le monde de la vertu, puisque Isaac, qu'on surnomme d'ailleurs Isaac le Pur, et a une image un peu d'ange déchu dans ce roman. Isaac, il est pas surnommé le commissaire Rose pour rien quand il est en fonction en tant que chef de la police. Son cas s'aggrave considérablement, puisque même pour les démocrates, il est considéré comme limite stalinien. Et puis, en tant que président, c'est presque encore pire. Alors, c'est un roman qui
qui se lit à plein de niveaux, c'est-à-dire qu'évidemment ça se lit comme une fable, et là on parlait du style de Jérôme Charine, c'est quelqu'un qui est très influencé par la littérature russe, donc le côté saga, le côté roman fleuve, c'est quelqu'un qui est très influencé par les contes juifs ashkénazes, il a d'ailleurs écrit lui-même un ouvrage sur l'œuvre d'Isaac Babel, qui est un ouvrage formidable, et donc il écrit je dirais sous ces auspices-là, quand ces histoires, il les raconte comme des contes, sauf que ce sont des contes pour adultes, ce sont des contes noirs, et bien que l'on rit beaucoup, enfin, je pense que vous êtes d'accord que quand on lit ce livre, il y a des tas de moments, on est vraiment dans un univers qui se rapproche des Marx Brothers, de Docteur Folamour, on est par moments dans la farce grotesque, et puis à certains moments, Charine s'est donné ces espèces de tours de vis pour transformer aussi son roman en roman très politique, où il y a vraiment des tas de choses qui sont dites sur la pauvreté, sur l'injustice qui règne aux États-Unis, sur en fait, le programme d'Isaac, c'est en partie le programme de Barack Obama. Bon, je pense que Charine ne s'en cache pas. Il avait vraiment une vraie admiration pour Obama. Et Isaac voudrait changer le monde, sauf que ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. Mais on parlait de l'univers russe. Vous verrez aussi qu'il y a des correspondances avec une bande dessinée qu'il a écrite avec François Bouc au dessin, qui s'appelle Little Tulip, qui est paru il y a quelque temps, et il y a une suite qui paraît très bientôt, où l'univers des gangsters russes est aussi très présent dans le livre. Ça reste aussi quand même un roman criminel par ce biais-là. Il y a des faux monnayeurs, il y a un côté très roman picaresque aussi dans ce livre, où finalement on passe d'un moment à un autre, et puis ça ne s'arrête pas, quoi. On va croiser un ex-agent du KGB, on va croiser un des fondateurs du Shin Bet, qui est le service de renseignement israélien, un président tchécoslovaque, enfin il y a toute une pléiade comme ça de personnages. Vous parliez d'humour tout à l'heure, c'est un humour ashkénaze, très désespéré en même temps. C'est très drôle, mais on rit un peu jaune quand même. Ah, mais on rit totalement jaune, c'est-à-dire que tout cela, j'allais dire comme peut-être dans les films de Woody Allen aussi, c'est-à-dire c'est suffisamment sérieux pour qu'on en rit. Je veux dire aussi une des figures littéraires qu'aime beaucoup Jérôme Charine, c'est Kafka, et je pense que par moment on est vraiment dans cet univers-là, c'est-à-dire dans un univers qui est proche de l'absurde, de situations qui sont assez désespérés, et quelque part il vaut mieux les envelopper du rire, il vaut mieux les envelopper de l'humour, de la philosophie du conte, parce que sinon ce ne serait pas supportable. Or c'est un roman éminemment supportable. Je crois qu'il y a des tas de moments complètement jouissifs, mais en même temps c'est un roman qui nous fait aussi beaucoup réfléchir, surtout vu tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Je crois que ce roman tombe particulièrement à pic, je dirais. On l'a pas tout à fait exprès, on l'a choisi de le mettre en rentrée littéraire parce qu'évidemment Charine est un grand auteur littéraire, mais pour autant il se trouve qu'on est un petit peu aussi rattrapé par une certaine actualité. Je dois dire que Jérôme Charine faisait partie des rares intellectuels américains qui envisageaient l'élection de Trump comme une possibilité, contrairement à certains qui n'y croyaient pas. C'est quelqu'un qui est un auteur aussi d'une grande lucidité, et ça je crois que c'est à souligner. Peut-être pour conclure, d'abord dire d'Isaac aussi que ce qu'il a de très attendrissant, c'est que c'est un peu un commissaire, président, maire, poète. C'est un homme d'une grande sensibilité, ce qui explique probablement aussi tous les surnoms qu'on lui a donnés. Et puis la question du judaïsme qui est quand même très importante. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance qu'avait Barack Obama pour Jérôme Charine, de par aussi sa différence qui faisait de lui quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Là, la particularité de ce président, c'est aussi son origine juive. Absolument, Isaac est et c'est souligné dans le roman, bien sûr, c'est un président juif, et quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a un moment de l'intrigue où il se rend en ce qui n'est pas encore la République tchèque, puisqu'on est en 1989 quand se déroule cette histoire, et il va rencontrer l'espèce de Václav Havel, on va dire, de l'histoire, et parce qu'il veut aussi aller sur les traces de Franz Kafka, etc. Et en fait, il est question, dans des pages extrêmement bouleversantes, du camp de Térésine.
tout le monde sait de quoi il s'agit, hélas. Et je crois qu'il y a des tas de moments comme ça où aussi la souffrance du peuple juif est traitée, mais c'est jamais asséné, c'est toujours fait avec beaucoup de subtilité, beaucoup de légèreté, parce que c'est ça. Je crois que Daniel Pénac, j'ai oublié la citation exacte, mais il parlait de Charine comme d'une espèce d'arpenteur de rue sombre sur des semelles de velours. Et je trouve que c'est exactement ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on découvre Isaac Seidel et Jérôme Charine à travers Avis de grand froid, on a envie de remonter le temps et de lire tous les précédents opus du livre pour justement découvrir comment Isaac devient le Isaac qu'on découvre dans ce roman. Merci beaucoup, Jeanne Guyon, de nous avoir fait partager votre passion pour cet auteur et pour ce livre. Et j'invite nos amis libraires à lire le livre. Absolument. Et à lire le début de la saga qui est absolument formidable. On retrouve cette même écriture très métaphorique, très inventive. C'est comme du patin à glace, Charine. On ne sait jamais exactement sur quel pied il va danser et il retombe toujours sur ses pieds.